Bienvenue dans l'Afrique en mouvement. Nous allons ouvrir cette émission comme d'habitude avec le point de l'actu qui passe en revue l'essentiel de l'actualité de la semaine sur le continent. Et la deuxième partie, le best-of, vous proposera des extraits de certaines productions de Medi 1 TV Afrique. On démarre dans quelques instants. L'agriculture, un pilier de développement de la Côte d'Ivoire. Le pays est le premier producteur d'EVA et premier producteur exportateur de cacao. Zoom sur ce secteur vital avec Ilham Alami. L'agriculture est le poids lourd de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire multiplie les titres, c'est le premier pays producteur et exportateur du cacao avec 40% de l'exportation mondiale. C'est le premier producteur africain d'EVA, cinquième producteur mondial de palmier à l'huile. La Côte d'Ivoire s'est ainsi hissée au rang de deuxième producteur exportateur mondial d'anacarde. Le cacao est le fer de lance traditionnel de l'agriculture ivoirienne. La production moyenne annuelle de fèves de cacao atteint 1 200 000 tonnes, soit 41% de l'offre mondiale. Cette filière représente au moins 15% du PIB et 40% des recettes d'exportation. La rémunération des planteurs est estimée aujourd'hui à 60% du prix du cacao à l'exportation. Cette hausse des revenus devrait permettre de faire face au vieillissement des plantations par leur renouvellement à partir de semences nouvelles, ce qui devrait augmenter la productivité à l'hectare. L'objectif est d'améliorer les intrants au lieu d'augmenter les surfaces de production. En Tunisie, une saison exceptionnelle pour l'huile d'olive est attendue avec une récolte estimée à 350 000 tonnes pour des recettes de plus de 2 milliards de dinars. Des mesures au profit de toute la chaîne de production et d'exportation ont été prises. Le reportage de Najwa Béchar. À Sfax, dans le centre tunisien, des dizaines de femmes de tout âge s'affairent au petit matin sur la route. Elles sillonnent les sentiers pour atteindre les oliveraies. La saison vient de commencer et l'heure de la cueillette a sonné. Cette année, la récolte s'annonce prometteuse. La production pour cette saison s'élève à 1,75 million de tonnes d'olives et 350 000 tonnes d'huile d'olive, dont 250 000 tonnes sont destinées à l'exportation. Cette année encore, le pays connaît une production record. Selon les premières estimations, une orientation stratégique du gouvernement vise tout d'abord à protéger les oliviers de toutes sortes de maladies qui peuvent mettre en péril un secteur répandu en Tunisie. Aussi, elle vise à trouver les bons marchés pour exporter ce liquide doré. Durant ces dernières années, les exportations ont augmenté, ce qui reflète le positionnement de la Tunisie au deuxième rang des producteurs mondiaux. Retour en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Adjamé, c'est au nord d'Abidjan. Cette commune cosmopolite abrite l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest francophone. Il s'agit du marché du Forum que nous vous invitons à découvrir avec nos reporters Max Soubi et Joseph Zécré. À Abidjan, une commune est caractérisée par sa valeur marchande. Il s'agit d'Adjamé. Du fait d'être l'un des plus grands carrefours du district d'Abidjan, la commune d'Adjamé est devenue un passage obligé. La commune dont le nom signifie rencontre en hébreu abrite le plus grand marché de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest francophone. Son nom, le Forum des marchés d'Adjamé. Ce lieu de rencontre incontournable depuis des années était anciennement appelé le Grand Marché d'Adjamé, explique le directeur technique de la mairie. Il y a des magasins de grossistes, il y a des détaillants. C'est un marché dans lequel on devrait pouvoir tout trouver. Et effectivement, c'est un vaste marché qui compte plus de 400 magasins, qui compte plus de 12 000 places. Le Forum des marchés d'Adjamé a une particularité. On y trouve de tout, du textile aux produits agricoles, en passant par des bijoux. Presque impossible de sortir de ce lieu sans un article à sa convenance. Le Maroc accueille chaque année un grand nombre d'étudiants ivoiriens, des jeunes ayant choisi le royaume pour y poursuivre leurs études. Comment se passe leur intégration? Regardez ce reportage d'Iman Moujib. Nous sommes à la cité universitaire internationale de Rabat. Ils sont de plus en plus nombreux, les étudiants ivoiriens qui s'y rendent pour poursuivre leurs études dans les universités marocaines. En une année de présence sur le sol marocain, ces étudiants semblent déjà aguerris aux réalités de l'aventure. Le Maroc, c'est un pays, c'est chic et puis c'est beau, les personnes sont très joyeuses, de tout quoi. Donc vraiment, je me sens bien ici, ça va. L'intégration au Maroc, c'est bien passé dans l'ensemble.
Ça n'a pas été facile au début à cause du changement d'abord climatique, ensuite changement horaire et ici la langue. Parce que d'abord apprendre le français en Côte d'Ivoire et ensuite venir s'adapter à l'arabe, c'est un peu complexe. Alors il m'a fallu au moins pas mal de temps pour m'y habituer. Avec les cours aussi à l'école, ça se passe bien, souvent en arabe mais souvent en français, la plupart en français en tout cas. Afin de surmonter la contrainte linguistique empêchant l'apprentissage, un centre de langue est mis à la disposition de ces étudiants, facilitant leur intégration dans les universités, mais aussi dans le monde professionnel. Toujours dans le Royaume, la 17e campagne nationale de sensibilisation sur les violences faites aux femmes se poursuit. Une initiative du ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'égalité et de la famille. La campagne s'articule autour de l'implication des jeunes dans cette lutte. Plusieurs acteurs ont pris part à l'événement. Les précisions avec Ala Benani. La 17e campagne nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes se poursuit jusqu'au 20 décembre. Objectif, faire des jeunes Marocains des partisans et des défenseurs de la non-violence à l'égard des femmes. Cette attitude ne peut devenir la norme qu'en veillant à changer les mentalités des jeunes et à instaurer les principes d'égalité, de justice et d'équité. C'est le constat général de l'audience qui s'est réunie à Rabat avec la présence du chef du gouvernement et la ministre concernée. Cette campagne n'est pas seulement gouvernementale, mais sociétale. Elle cible principalement les jeunes, la base de toute société, qu'ils soient victimes ou auteurs de violences. Notre participation à cette 17e campagne a pour objectif de dire non et stop aux violences faites aux femmes. Et le slogan de cette année est assez significatif puisque c'est sur la jeunesse que nous comptons le plus. Plusieurs acteurs, associations, institutions nationales et artistes ont participé à cette rencontre, lors de laquelle chacun a contribué à sa manière pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Les femmes se mobilisent cette semaine au Nigeria pour une application effective de leurs droits. Venues de tout le pays, elles ont tenu une conférence nationale pour adopter une charte inclusive de la protection de la femme et des enfants. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Ali Cabré. C'est avec l'image du professeur Salomé Abou en toile de fond que les femmes du Nigeria ont tenu cette conférence nationale pour les droits de la femme nigériane. Cette dame a été tuée à son domicile, brûlée vive lors des violences électorales dans l'état de Kogi il y a seulement 10 jours. Une semaine durant, ces femmes venues de toutes les contrées du Nigeria ont passé en revue les thématiques liées aux violences contre les femmes et les filles, à la santé et aux droits de la reproduction, la participation des femmes aux décisions politique, à la paix et à la sécurité, à l'éducation et la révolution technologique. Toute une série de thèmes qui englobent la problématique des femmes nigérianes aujourd'hui. Le gouvernement du Nigeria va souvent aux Nations Unies ou à Pékin pour participer à toutes ces conférences internationales où les chartes sur les droits humains sont discutées et adoptées. Ils sont allés signer ces chartes, mais ils reviennent ici au Nigeria et ne font rien pour incorporer ces droits au niveau local. Nous sommes ici donc pour réclamer du gouvernement qu'il applique ces droits en faveur des femmes et des enfants. Toujours victimes de pesanteurs socio-culturelles, les femmes nigérianes subissent encore des discriminations liées au genre, une condition qu'elles veulent changer afin d'ouvrir de nouvelles opportunités et contribuer à part entière en tant qu'actrices au développement de la société. On parle culture cette fois. En Côte d'Ivoire, un genre musical fait parler de lui depuis le début des années 2000. Il s'agit du coupé-décalé, conçu pour amuser les Ivoiriens dans une Côte d'Ivoire à l'époque touchée par une crise. Aujourd'hui, cette musique reste incontournable en Afrique subsaharienne, voire au-delà. Comment est-elle née et comment a-t-elle évolué? Qui sont les principaux acteurs qui ont fait du coupé-décalé une musique d'avenir? La réponse dans cet élément, signé Sandrine Bamba et Ange-Wilfred Goué. Le coupé-décalé, véritable phénomène de société, est né en 2003 dans les boîtes de nuit parisiennes et londoniennes. Œuvre de la diaspora ivoirienne, son créateur Dousaga et ses amis de la jet set, Lomolar, Lino Versace, Seydou Falé, Borosangui, Solo Béton, Abdoul de Bamba, sont les figures qui ont introduit ces rythmes toniques inspirés des percussions ivoiriennes et congolaises en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a créé?
Alors que la Côte d'Ivoire est scindée en deux par une crise militaro-politique et faisant face aux médias d'État qui bombardaient les citoyens de chansons patriotiques, Douk Saga et sa bande s'apprêtaient à venir faire la promotion de leur concept La Sagacité à Abidjan. Un concept qui ne parle pas de guerre, mais d'amusement. Ce mouvement est arrivé en Côte d'Ivoire et ce mouvement, à force, a servi de thérapie nationale pour la Côte d'Ivoire en souffrance. C'est-à-dire, il y avait la guerre, il y avait le couvre-feu, il y avait des massacres, il y avait des attaques, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a eu même l'état d'urgence, enfin. Tout l'arsenal militaire pour ce genre de situation de crise était là. Et les Ivoiriens avaient besoin de se distraire et de penser le moins possible à la situation de crise qu'il y avait. Et le coupé-décalé, qui est une musique qui sert à déstresser, à s'amuser et à ne penser à rien, les a aidés dans ce sens-là. Concept futile mais fédérateur, très vite c'est tout le pays qui vit au son de cette nouvelle trouvaille des ambianceurs, DJ et animateurs qui font le boucan dans les discothèques de la capitale. Une soirée coupée décalée, c'est la musique, c'est les pas de danse, c'est la frime, c'est le boucan. Mais tout en ayant la tête sur les épaules, hein, c'est pas pour faire le désordre, mais c'est du Mathieu Vifo, il faut faire du tape à l'œil. Plus qu'une simple musique, le coupé décalé se veut en mouvement et Arafat DJ l'a bien compris. Véritable machine à tube, l'artiste enchaîne différents concepts de danse avec des chorégraphies bien maîtrisées. Enfant béni, Bapolo ou encore Moto Moto, son dernier né qu'il ne verra pas grandir. L'artiste, victime d'un accident de moto, a décédé le 12 août 2019 à l'âge de 33 ans. L'annonce de sa mort accidentelle a provoqué l'émoi dans tout le pays. Des milliers de fans, la Chine comme il les appelait, sont restés fortement mobilisés jusqu'à l'ultime séparation avec leur idole. La star du coupé décalé qui occupait une place proéminente sur la scène culturelle ivoirienne. Avec 10 albums sortis, Arafat DJ avait gagné ses lettres de noblesse en collaborant avec des artistes de tout le continent. En 15 ans de carrière, Arafat DJ avait réussi à glaner plusieurs prix dont la Cora, le Koundé, les awards de la musique avant d'être décoré officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Aujourd'hui, le coupé décalé poursuit son chemin sans Douk Saga et Arafat DJ. Mais la nouvelle vague de DJ qui a espoir que le coupé décalé continuera d'être une musique prisée de tous. Depuis le 1er novembre, le monde du cinéma ivoirien est bouleversé par la sortie du film comique intitulé Le Gendarme de Abobo. Avec pour acteurs principaux le comédien humoriste Michel Gou et Reboul, ce film retrace l'aventure salée de l'adjudant-chef Goku qui se voit muté dans la commune d'Abobo suite à un incident. À travers ce film, le réalisateur met en évidence quelques tares de la société ivoirienne. Découverte de ce film hilarant avec nos reporters Mel Berchel-Kofi et Ferdinand Kwaku. Vous me le mettez à Abobo. Je suis muté. Sérieux? C'est le succès du moment en Côte d'Ivoire. Le Gendarme de Abobo, film comique, raconte l'histoire du gendarme Goku qui se coule la vie douce à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana où il dépouille toutes les voitures qui passent. Le jour où il dépouille accidentellement la voiture du ministre de la Défense, il se retrouve muté dans le quartier populaire d'Abobo avec pour partenaire le fils illégitime du président de la République française qui a pour unique mission le démantèlement d'une cellule terroriste. Regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Oui. Il y a des terroristes à Abobo? Si Blanc te dit qu'il y a des terroristes à Abobo, c'est qu'il y a des terroristes. Oui, chef. À seulement 5 semaines d'apparition dans la capitale économique ivoirienne, la qualité du film et des acteurs ne laisse personne indifférent. À la sortie de chaque projection en salle de cinéma, les spectateurs ne se privent pas d'exprimer leur joie. C'était super. Bravo à tous nos comédiens, nos cinéastes. C'est vraiment que d'honneur pour le cinéma ivoirien. Voir un film ivoirien qui dépeint un peu, ça dépeint un peu la société, le vécu de notre société en général. Et c'est un film qui est rempli d'émotions. L'Association marocaine des musiques andalouses et spirituelles de Tanger organise la 3e édition du festival Mawassim Khalida. Il se tient au centre culturel Ahmed Boukmak avec la présence de figures emblématiques du monde de l'art. Ambiance dans ce reportage de Mohamed Richi sur un récit d'Allah Benani. La ville de Tanger a rendez-vous avec les soirées musicales du festival Mawassim Khalida.
Les spectateurs de la ville du Détroit peuvent apprécier de la musique moderne mêlée à de la musique andalouse ou encore spirituelle. Notre groupe est composé de différents artistes, musiciens, choristes. Nous formons une troupe de 35 membres et nous sommes très heureux de participer à cette 3e édition du festival Mawassim Khalida. Le festival a connu aussi un moment de reconnaissance et d'hommage pour le premier opéra marocain d'après l'indépendance, intitulé Les filles de la nation. C'est l'œuvre de Abdelwahad Titouani qui s'est vu décerner le Oud d'or du festival. La programmation du festival Mawassim Khalida vise à faire voyager le public tangérois à travers des soirées qui répondent à tous les goûts musicaux, qu'ils soient récents ou nostalgiques. Nous entamons la seconde partie de l'Afrique en mouvement avec Africatech, le rendez-vous des technologies sur Medi 1 TV Afrique. WeFly Agri est une start-up ivoirienne qui redonne aux agriculteurs le contrôle de leurs terres en leur permettant de la voir et de la gérer sans se déplacer. À l'occasion de la journée de la Côte d'Ivoire, nos reporters ont visité l'entreprise qui combine l'intelligence et la précision des drones avec un logiciel puissant et facile à utiliser pour le bonheur bien sûr des producteurs. Regardez. Redynamiser le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif majeur de la start-up ivoirienne dénommée WeFly Agri. Elle a ainsi développé un logiciel qui, couplé avec un drone, permet aux exploitants agricoles de gérer leurs plantations à distance. Pour Joseph-Olivier Billet, son fondateur, il faut faciliter le passage d'une agriculture traditionnelle vers une agriculture de précision, et ce à travers de grandes innovations technologiques. Mon boulot, c'est d'identifier des problèmes et d'apporter des solutions concrètes, des solutions qui seront utilisables et qui pourront répondre aux réalités de ceux qui les utilisent. Alors sur le chemin retour, l'idée m'est venue justement de mettre en place WeFly Agri, une solution qui permettrait aux gens comme mon père, aux jeunes comme moi, aux gens de la diaspora, mais aussi aux jeunes cadres, de pouvoir voir et gérer leur plantation sans être contraints de se déplacer. Le problème ici, c'était le manque de visibilité, le manque de transparence dans la gestion. Installé depuis 2017 au bord de la lagune Ébrié, WeFly Agri propose plusieurs offres à ses clients. Des offres qui, selon son premier responsable, facilitent la tâche aux exploitants agricoles du pays. Ce qu'on met à la disposition de nos clients, ce sont des orthophotos. Les orthophotos, c'est une vue du ciel de votre plantation, avec la possibilité de zoomer jusqu'à 5 mètres. On prend l'exemple en général de Google Maps. Google Maps s'arrête à une certaine altitude, notamment dans ces zones rurales. Là, vous avez la possibilité de zoomer jusqu'à 5 mètres du sol. Vous pouvez interagir avec cette vue. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous pouvez vous déplacer dans votre plantation. Vous avez la possibilité de mesurer la superficie de votre terre. Vous avez la possibilité d'avoir la météo en temps réel sur le site, donc sur votre plantation. Vous avez la possibilité d'interagir et de communiquer avec vos employés, de leur envoyer des tâches en vous basant sur les images que vous avez vues. Vous pouvez leur envoyer des tâches et contrôler la productivité de vos employés. On ne fait pas que fournir une vue du ciel, on fournit également une vue immersive dans la plantation. Donc avec un casque de réalité virtuelle, vous avez l'impression d'être dans votre plantation, de vous déplacer d'un point A à un point B. Et c'est une super expérience qu'on offre. Le courage et l'abnégation de l'équipe de WeFly Agri lui ont en outre permis de glaner plusieurs lauriers sur le continent et ailleurs dans le monde. Mais elle ne veut pas s'arrêter là. L'entreprise compte développer d'autres stratégies pour s'imposer dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Il tient à promouvoir la pratique du vélo dans les pays africains pour la préservation de l'environnement. Cela fait plusieurs années qu'Andy Costa, l'ambassadeur du vélo, sensibilise son pays et bien d'autres du continent aux enjeux écologiques et à l'usage du transport vert. Notre équipe est allée à sa rencontre. Nous vous proposons son reportage. C'est la Côte d'Ivoire, ça. Go Green. C'est un ambassadeur unique en son genre. Sans pays à représenter, ni compte à rendre à personne, il a enfourché la diplomatie comme il le fait chaque jour avec son vélo, à bras le corps. Sa mission, il se l'est auto-assignée, mettre son pays au vélo. Pour cela, Andy Costa pédale de cop en cop, de salons en plateau télé, sans jamais s'essouffler. Nous sommes à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, où depuis près de 9 ans, son Excellence, comme il aime à se faire appeler, vient régulièrement plaider la cause de la petite reine.
Quand il voulait un vélo, chez moi, il a donné un vélo. Et puis c'est parti. C'est une bonne cause parce qu'actuellement la pollution est trop. Si on pouvait même faire des routes cyclables pour les vélos pour la Côte d'Ivoire, ça nous arrange tous. Parce qu'avec le vélo, ça a moins de pollution, puis ça donne la santé. Et la diplomatie du deux roues semble bien fonctionner. Pour les riverains, cet homme au casque vert fluo, toujours vissé sur la tête, fait presque partie du décor. Et sa cause ne leur est plus tout à fait étrangère. Andy Costa, c'est des actions qu'il mène pour le vélo, c'est vraiment des bonnes actions. En tant que directeur technique de Vélo Boutique, j'exhorte toute population massive, motivée à se donner au vélo. Il y a d'autres qui préfèrent laisser les motos pour protéger l'environnement, bon, moins de gaz carbonique. Bon. Franchement, c'est très bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un que je connais bien, son combat est noble parce que ça permet de réduire la pollution, de créer un équilibre mondial qui permettra aux générations futures de pouvoir avoir une vie paisible. Dans un pays où la voiture est sacralisée, les deux roues, vélos ou motocyclettes, sont quasiment absents du décor. Abidjan, une mégapole de 5 millions d'habitants, voit circuler sur ses routes, voies rapides et échangeurs, plus de 500 000 voitures quotidiennement. Difficile dans cette jungle urbaine de frayer son chemin au milieu de cette circulation. Passez. Nous avons un véritable problème de sécurité lié à la mobilité douce en Côte d'Ivoire à cause de l'incivisme de certains chauffeurs et le manque de pistes cyclables. Mais les nouvelles sont bonnes. Depuis un mois, l'État de Côte d'Ivoire a voté une loi pour la création de pistes cyclables en Côte d'Ivoire. Big up. La première, de 8 km, sera construite à Grand Bassam dans le cadre du projet Promenade de la mer. Mais le plus célèbre cycliste d'Abidjan a 1001 projets pour sa ville. Abidjan a sa journée Bike to Work, au boulot à vélo, pour encourager son usage sur les trajets entre la maison et le travail. Le plateau, quartier des affaires de la capitale économique, est en train de se doter de bornes, les Abidjan Bikes, et des livraisons à vélo sont annoncées du côté de la Poste, qui ambitionne de créer une 50aine d'emplois. L'objectif d'Andy Costa, faire d'Abidjan rien de moins que la première ville cyclable et capitale de l'écologie en Afrique. Pour lancer cette initiative de mobilité durable en Côte d'Ivoire comme ailleurs, nous sommes confrontés à la même problématique. C'est d'abord l'usage du vélo doit être culturel. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup de sensibilisation pour que les Ivoiriens aient ça dans leur quotidien. Et c'est pour ça que nos projets sont très spécifiques. Nous avons décidé d'ici 2020 de doter l'université Félix Houphouët-Boigny de 500 vélos. Et pourquoi l'université? Parce que c'est eux les futurs leaders du climat. S'ils ont une bonne culture environnementale via leur mobilité, c'est sûr que quand ils seront dans la vie active, ils vont démocratiser l'usage du vélo. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est une ville en pleine mutation depuis quelques années. Des réformes sont engagées dans plusieurs secteurs qui favorisent le développement du pays. Quels sont les principaux défis qui attendent la ville d'Abidjan, notamment sur le plan économique? La réponse dans ce reportage. Au pied de ces gratte-ciel, une ville en pleine mutation, la perle des lagunes. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une ville attractive, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone. Abidjan porte bien son nom de capitale économique. Cette partie de la Côte d'Ivoire abrite le poumon de l'économie ivoirienne, le port autonome d'Abidjan. À Abidjan, une autre cité tient le cœur de l'économie. Il s'agit de la commune du Plateau. C'est le centre névralgique des affaires de la capitale économique. Véritable vitrine de l'ère du miracle ivoirien des années Félix Houphouët-Boigny, le Plateau, avec ses immeubles et ses tours aux allures futuristes, a toujours fière allure. Abidjan, capitale économique, c'est aussi le déferlement depuis quelques années des enseignes hôtelières sur les bords de la lagune ébriée, propulsant ainsi la ville à la 3e place du tourisme d'affaires en Afrique, après le Nigeria et le Maroc. Abidjan accueille de plus en plus d'événements d'envergure mondiale, mais aussi d'organisations internationales qui choisissent la ville comme siège. Ce qui explique cette dynamique portée également par des infrastructures de qualité qui fleurissent depuis quelques années.
Son poids économique, son attractivité et sa compétitivité font d'elle une ville particulière. Abidjan seul compte 5 millions d'habitants. C'est ici que se trouve la consommation. C'est ici que se trouve le pouvoir d'achat. Du coup, lorsque une entreprise veut s'installer en Côte d'Ivoire, le premier choix, c'est d'abord Abidjan. Donc Abidjan n'est pas la tumeur, mais Abidjan est plutôt le moteur. Donc c'est à partir d'Abidjan qu'en réalité, le pays va se décentraliser et se déconcentrer. Le district d'Abidjan a une spécificité. Les zones résidentielles sont au nord et les zones d'activité au sud, ce qui crée un mouvement pendulaire. Ce mouvement pendulaire confronte la ville au mal de la plupart des villes développées, les embouteillages. Pour s'attaquer aux problèmes dans le secteur du transport, l'État de Côte d'Ivoire a lancé à travers le ministère des Transports le PMUA, le projet des mobilités urbaines à Abidjan. Il s'agit entre autres du financement de la construction du 4e pont, une infrastructure routière qui devra relier les communes d'Abidjan Nord, Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau. Cette infrastructure doit accueillir un trafic prévisionnel de 42 000 véhicules par jour à sa livraison en août 2020. La construction des aires d'embarquement est également en perspective. La construction du métro, la construction du 4e pont, le renforcement des capacités des acteurs, le renouvellement du parc des transporteurs, tout cela va apporter ce qu'on appelle un renouveau, une relecture du transport au niveau du district d'Abidjan. Et ça va combattre les phénomènes que nous avons aujourd'hui, l'incivisme, les embouteillages et tous les désagréments que nous avons aujourd'hui vont être donc pris en compte et vont être réglés à partir de la mise en œuvre de ce vaste plan de mobilité urbaine d'Abidjan. Abidjan fait désormais face aux défis du développement durable. Malgré certaines insuffisances dans plusieurs secteurs, Abidjan n'a rien à envier aux grandes métropoles du monde entier. Abidjan reste un bastion du tourisme d'affaires. Abidjan conforte sa place de capitale économique de l'Afrique de l'Ouest francophone et elle compte bien garder cette place pendant longtemps. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique. À très bientôt.